OK. Donc là, du coup, oui, là, on va faire des équations horaires. Donc du coup, pour ceux qui ont un peu des difficultés avec les équations horaires, on va en refaire. Là, je vais donner des exercices. Donc du coup, voilà, vous profiterez de poser vos questions. Alors du coup, le bac, il n'y a plus 3 exercices sur 4. Hein. Ça, c'était avant 2022, enfin avant 2023 du coup. Là maintenant, oula, alors je crois que ma caméra... Ok. Donc là, maintenant, c'est 3 exercices obligatoires. Ok. Là, on choisit plus. Vous avez un exercice de 10 ou 11 points à peu près. Et puis, vous avez 2 petits exercices pour faire simple. Ok. Donc, on est parti sur les révisions. Donc, on va commencer par réviser la mécanique. D'accord. Bon, la mécanique, hein, on va réviser un peu de cinématique aussi. Déjà, donc là, on va revoir les bases vraiment. Bon, c'est quoi un vecteur position, vecteur vitesse, vecteur accélération, etc. pour remettre un petit peu tout le monde au même niveau. Ok, je sais qu'il y en a, voilà, qui sont déjà à l'aise, qui savent déjà ce qu'on va voir ici. Voilà, mais je vous invite vraiment à rester concentré. Ça vous fera des rappels. Et puis, on va monter progressivement pour, voilà, deuxième loi de Newton, loi de Kepler, etc. Ok. Donc, on est parti. Pour bien faire de la mécanique, je vous rappelle juste hein, qu'il faut bien savoir ce que c'est qu'un repère, ok, et savoir ce que c'est qu'un référentiel. D'accord? Ça, c'est les premières notions de mécanique que vous devez connaître. Donc, je vais poser la question. Est-ce que vous pouvez, dans le chat, me redonner la définition d'un repère? Lorsque je suis en mécanique, qu'est-ce que c'est qu'un repère? Donc vous pouvez écrire dans le chat voilà, ce que vous pensez que c'est. Ok, c'est sur quoi on étudie le mouvement. Ok, je vois ce que tu veux dire, mais voilà, il faut plus préciser. Alors, Emma qui propose l'objet. Alors justement, l'objet, c'est le système. Donc là, il y a plutôt point qui a donné la bonne réponse. Ok, donc c'est voilà, OXY par exemple, ok Baptiste, mais du coup par définition, alors c'est pas forcément un axe avec abscisse et ordonnée, un repère c'est plus ce qu'on appelle un système d'axes, d'accord? Donc un repère c'est un système d'axes, ça veut dire que vous avez, voilà, vous pouvez avoir un seul axe, mais en général, voilà, là je vais mettre directement dans l'espace. Ici, bah, en fait, vous avez un système d'axes, c'est-à-dire que vous avez ici, par exemple, l'axe des abscisses, vous avez ici, là je mets les vecteurs unitaires, vous avez l'axe des ordonnées, et ici, vous avez la côte, ok? Donc là, c'est les Z, X, Y, Z, d'accord? Donc lorsque j'ai un système d'axes comme ça, c'est ce qu'on appelle un repère, ok? Et à quoi me sert le repère? Le repère me sert à positionner mes points, ok? Donc là, je suis en train de faire de la mécanique de la cinématique. Bonjour Shelby Young. Donc ici, le repère va me servir eh bien, à positionner mon ou mes systèmes. D'accord? Donc, du coup, ici, on va introduire la notion de système. Le système, donc, vous l'avez dit, même si ce n'était pas la réponse à la question repère, le système ici, c'est l'objet, ok, ou les objets étudiés. D'accord? C'est l'objet étudié. Et donc, mon repère me sert à quoi? Eh bien, il me sert à positionner mon système. D'accord? À positionner mon système par rapport à voilà, une référence, par rapport au mouvement qu'il est en train d'effectuer. Ça va me permettre de suivre le mouvement et de représenter la trajectoire. OK? Donc, ici, j'ai repère système d'axe, ok, donc vous mettez avec S parce que vous pouvez avoir un seul axe, système objet étudié. D'accord? Donc ici, imaginons que je sois en train d'étudier un objet que je représente par une étoile comme ça. Bah, mon objet, je peux le caractériser par son centre de masse. D'accord? Donc là, vous imaginez que j'ai un objet qui est suffisamment petit pour que je le représente juste par un point. Okay, et donc, ça, c'est une notion qu'on utilise souvent en physique, la notion de point matériel.
D'accord? Donc, c'est quoi un point matériel? Eh ben, un point matériel, c'est une représentation minimale qu'on fait d'un objet. C'est-à-dire que j'ai un objet, en fait, pour lequel je vais considérer, ok, que toutes les forces peuvent s'appliquer en un seul point de cet objet, et donc je vais résumer mon objet. Vous imaginez mon objet, il a peut-être cette forme-là, que je suis en train de, le contour en vert que je fais, mais en fait, toutes les forces, je considère qu'elles viennent s'appliquer ici. Donc ça peut être mon centre de gravité, mon centre d'inertie, d'accord? Et donc je vais représenter comme ça mon objet par un point matériel, ok? Donc l'avantage du point matériel, c'est la simplicité de représentation, c'est-à-dire que là j'ai mon point matériel, en fait si je veux caractériser le mouvement de mon objet, je n'ai pas à trimballer tout ce contour vert, ok? Je peux dire mon objet il se déplace comme ça, donc là je suis en train de représenter la trajectoire de mon objet, ok? Donc ici j'ai représenté en bleu un exemple de trajectoire de mon objet. Et donc ici, voilà, à cet instant, je peux venir représenter ici mon objet qui se déplace. D'accord? Donc ici, voilà, vous avez donc du coup votre objet qui est là. Mais voilà, vous voyez que c'est plus efficace parce que ça va me permettre d'étudier juste le mouvement d'un point. Ok, donc je me ramène un peu comme en mathématiques, j'ai vraiment un point et je n'ai pas à trimballer finalement tout ce contour en vert. Ok, et donc si j'ai mon objet que je résume à un point matériel, et là je me retrouve comme en mathématiques, c'est-à-dire que j'ai un point ici, je vais pouvoir en donner les coordonnées. Donc là, si je prends mon point M, hop. Là, par exemple, je considère qu'on arrive dans le plan. Et mon point M, ici, je vais pouvoir le représenter par les coordonnées dans mon repère. Alors, comme on est en physique ici, donc les coordonnées, on va les appeler X de t, Y de t, Z de t. OK? Par exemple. Donc, ça veut dire que voilà, mon point M ici, je vais pouvoir suivre sa position suivant l'axe X. OK? Je vais pouvoir suivre sa position suivant l'axe Y et je vais pouvoir suivre sa position suivant l'axe Z. Okay. Hier, pour ceux qui étaient connectés au live de maths, voilà, on a bien expliqué les coordonnées, etc. Bon, donc si vous avez du bol, vous étiez là. Donc là, voilà, cette partie de coordonnées, c'est clair pour vous. Ok. Donc en physique, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que au lieu de prendre la notation en mathématiques du point M, nous, on va plutôt étudier le vecteur déplacement. Okay, c'est-à-dire que mon point M se déplace, mais je vais regarder le déplacement du point M par rapport à l'origine du repère. Okay, autrement dit, je vais regarder toujours la position du vecteur OM. Okay, ce qu'on appelle vecteur position. Et ce vecteur ici, donc là je fais une représentation spatiale, mais lorsque je suis en physique, je suis en train d'étudier un mouvement. Okay, vu que j'étudie un mouvement, ça veut dire que j'ai un écoulement dans le temps. Et donc je sais déjà que ma position ici est fonction du temps. Et c'est surtout ce que je vais vouloir étudier. Je vais vouloir étudier la position de mon point en fonction du temps qui s'écoule. OK, et donc là, je vais noter le vecteur OM de t. Donc ici, c'est vecteur position. D'accord, c'est ça justement lorsqu'on parle du vecteur position. Et je vais noter les coordonnées X de t, Y de t, Z de t. OK, parce que vous savez que pour calculer les coordonnées de ce vecteur, je prends les coordonnées de droite moins les coordonnées du point O. Sauf que les coordonnées du point O, étant donné que c'est l'origine du repère, c'est 0, 0, 0. C'est pourquoi votre vecteur OMT ici, il est toujours noté X de t, Y de t, Z de t. Et en fait, dans cette affaire-là, X de t, Y de t, Z de t, en fait, ce sont les coordonnées de mon point M. Ok, là on est en train de faire de la physique-chimie. Là on révise un peu, on a un sujet de bac à traiter tout à l'heure. Donc là on révise rapidement, je fais quelques rappels, je vais donner quelques exercices et après du coup on va faire le sujet du bac. Ok, donc voilà, ça c'est vraiment des premières notions que vous devez comprendre. Ensuite, maintenant, là on a défini la position, ok. Donc vous pouvez prendre ici la première partie, donc on a défini le repère, la deuxième partie ici on a défini le vecteur position. Maintenant, on va faire des petits rappels sur la vitesse. La vitesse ici, qu'est-ce que c'est ?
D'accord? Donc là, j'ai la position, donc je vois comment mon point se déplace. Donc mon point, c'est-à-dire mon système ramené à un point matériel. Hein, okay? Donc soit du coup un centre de gravité ou un centre d'inertie. Hein, okay? Je précise du coup, centre d'inertie, c'est l'endroit où les forces vont s'appliquer. Okay, qui en général voilà, est confondu avec voilà, le centre de gravité lorsque j'ai des solides plus ou moins usuels. Hein. Vous prenez une brique de sucre, etc. Okay, donc pour définir ma vitesse ici, je vais juste faire des rappels parce que dans certains sujets, on vous demande parfois de revenir à cette définition. En fait, la définition macroscopique de ma vitesse, ici, si je prends la définition macroscopique, en fait, je suis en train de regarder mon solide en deux positions. Je regarde mon solide en M1, je regarde mon solide en M2. OK? Ben, en fait, ma vitesse, c'est ce qui me permet de comparer la différence de distance parcourue par rapport à la différence de temps qui s'écoule. Okay, donc je rappelle en macroscopique, c'est-à-dire lorsque je suis en train de regarder voilà, un mouvement de façon générale, la vitesse, c'est la distance sur le temps. Okay, ben en fait, c'est cette définition-là qu'on a décomposée ici. Donc la distance ici, donc ça veut dire que je suis en train de regarder la différence entre ma position en M2. Donc je regarde ici ma position, tac, 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 en M2, moins ma position ici en OM1. D'accord? C'est ce qui va me donner en fait la distance lorsque je suis en train d'étudier mon mouvement comme ça en mécanique. Et ça, bah, c'est sur la différence de temps. OK? Donc, c'est ce qui va me donner ici la notation, vous l'avez peut-être vu, où on a delta OM sur delta T. OK? Là, je suis en train d'écrire un peu de façon grossière. Mais c'est ça. Et ensuite, pour arriver à la définition que vous connaissez, ici, qu'est-ce qu'on dit? Bah, on dit... là, c'est bien, c'est une vitesse, on va dire, une vitesse que je vois en macroscopique. Okay, en macroscopique, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que j'ai mon point M1 qui effectue un déplacement suffisamment grand pour que je puisse le voir. Okay, donc lorsque je calcule la vitesse en faisant ça, c'est pas vraiment la vitesse en un point. Si je veux calculer la vitesse au point M1, eh ben, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je dois appliquer la même définition, mais vu que je veux la vitesse en M1, en fait, je vais essayer de pas trop m'éloigner. C'est-à-dire que si mon point M1 est ici, ben, je vais juste faire un tout petit déplacement. D'accord? Et le tout petit déplacement, eh ben, je vais l'appeler, c'est un déplacement DOM. OK, le petit d, ça veut dire que je suis en train de faire un tout petit déplacement. Et ben, si je fais un tout petit déplacement, ben, il va s'écouler un tout petit temps, dt. OK, donc lorsque j'arrive ici dans cette définition, j'ai delta OM sur delta t, et ben, là, c'est macroscopique. Maintenant, moi, je veux la vitesse instantanée. OK, donc ici, je vais faire un tout petit mouvement. Donc, au lieu d'avoir un delta, bah, je vais avoir un d de OM. Et au lieu d'avoir un delta t, bah, je vais avoir un petit temps qui s'écoule. Et bah, ça, c'est ce qu'on appelle la dérivée. OK, donc ici, je suis en vecteur, hein, excusez-moi. La dérivée du vecteur OM par rapport au temps. OK? Là, je reprécise, voilà, juste, voilà, les bases. Vous, ça, c'est la définition que vous avez en cours, mais dans certains exercices, on peut vous demander, voilà, effectivement, d'utiliser ça. J'ai déjà vu un exercice où, en fait, on avait fait... on vous avait représenté un chronogramme et en fait, bah, il fallait aller faire des représentations vectorielles comme ça pour pouvoir trouver la vitesse en M2 par exemple. Donc quand je fais ça, bah, je suis en train de trouver le vecteur vitesse en M2. OK, donc voilà un peu d'où ça vient. Donc, raison pour laquelle, si j'ai mon vecteur position ici de coordonnées x de t, y de t, z de t, ben en fait, les coordonnées de ma vitesse, donc là, on ne fait pas la démonstration, hein, c'est admis en terminale, ben, il suffit donc de dériver les coordonnées de mon vecteur position. Okay, pour ceux qui vont continuer à faire physique dans le supérieur, en préparatoire ou en classe préparatoire ou en licence, bah, vous serez amené à démontrer effectivement que lorsque je prends la dérivée du vecteur OM, bah, en fait les coordonnées du vecteur dérivé sont bien la dérivée de chaque composante.
D'accord? Ici, c'est admis. Donc, le raisonnement qu'on a appliqué à la vitesse, on fait pareil pour l'accélération. Donc, je ne réexplique pas. Autrement dit, l'accélération, c'est une variation de vitesse sur une variation de temps. Okay? Donc, de même, ici, pour l'accélération, on obtient la dérivée de Vx sur dt, Vx étant l'abscisse de la vitesse, donc ça c'est les notations classiques qu'on va utiliser. Ici, la dérivée de Vy sur dt et la dérivée de Vz sur dt. OK? Donc, ce qu'on fait en général, c'est que ici, ces expressions-là, je vais pouvoir réinjecter ici mon vecteur position. D'accord? Donc, la dérivée de la vitesse de x, étant donné que c'est elle-même déjà la dérivée de x, mais en fait, je fais la dérivée de x, donc c'est ce qui donne la dérivée seconde. OK? Donc, vous avez ici donc dérivée seconde de y, de t, sur dt2. Donc, ça, c'est vraiment les notations qu'on utilise. Et là, dérivée de z sur dt2. OK? Donc, ça, c'est les deux notations. Okay. Autrement dit, si je cherche l'accélération et que j'ai la vitesse, je peux dériver la vitesse. Si j'ai l'accélération, si j'ai la position et que je cherche l'accélération, je dois dériver deux fois mes coordonnées. Okay. Bon, là, le rappel de cours comme ça a l'air un peu tordu, je vous l'accorde, mais les exercices vont être très très simples. OK. Donc ensuite, juste petite précision, c'est peut-être évident pour certains, mais je rappelle que lorsque vous notez comme ça que les coordonnées du vecteur OM sont x, y, z, ça veut dire que dans la base que vous avez, on a le repère, ici vous avez O, I, J, K, ici, ça veut dire que mon vecteur OM s'écrit comme étant x de t suivant I, plus y de t suivant j, plus z de t suivant k. Okay, ça, c'est l'écriture vectorielle qui est issue des coordonnées. Faut bien en être conscient. Okay, c'est ça que servent les coordonnées. J'ai mon point ici, j'ai x de t qui est là, j'ai y de t qui est là, et j'ai z de t qui vaut 0 tel que je l'ai représenté, mais vous pouvez mettre... voilà. On peut imaginer que c'est en perspective dans l'espace, donc vous avez votre z de t qui est ici. Okay, donc en fait, vous avez ce vecteur ici qui s'appelle x de t suivant i, et ce vecteur, donc vous reconstruisez la position en dessous, et ensuite vous avez le vecteur z de t k. D'accord? C'est bien une construction vectorielle. Ok, ça c'est pour la partie OM. Ok, donc voilà un petit peu pour reposer les définitions. Ensuite, là, on était dans un repère. Donc ça, c'est un repère cartésien. Ok, donc vous avez un repère avec trois axes comme ça. Mais en physique, on va l'utiliser celui-là pour certains types de mouvements. Mais pour d'autres types de mouvements, on va utiliser le repère de Freinet. Ok. Alors, est-ce que vous pouvez me rappeler dans le chat ce que c'est qu'un repère de Freinet? Donc, si vous avez encore des souvenirs. Alors, ce n'est pas un repère galiléen, on parle de tangente et de normale. Ok, bon, vous avez des termes. C'est un repère sur un mouvement circulaire, un repère où les lois de Newton s'appliquent, défini par la tangente et la normale, liées au centre de gravité. Ok, bon, vous avez plus ou moins quelques éléments, mais ce n'est pas tout à fait la définition. Avant, je me permets juste de préciser ici, on n'a pas encore donné la définition du référentiel, donc je vais juste le faire. Donc le référentiel, ok, c'est quoi? Vous pouvez le définir comme étant l'objet par rapport auquel vous étudiez le mouvement. Okay, l'objet par rapport auquel le mouvement est étudié. Ok, ça c'est la définition du référentiel. Ok, donc je vais revenir là-dessus, je vous poserai des questions, les types de référentiels que vous connaissez, etc. Donc là, on va juste finir avec le repère de Freinet. En fait, un repère de Freinet, ok, c'est un repère, on va dire, tournant. D'accord? C'est-à-dire que c'est un repère qui est associé
à mon point. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, je suis un peu d'accord quand vous dites, oui, centre de gravité, etc. Ok. Donc, c'est lorsque j'ai un mouvement circulaire, donc là, vous avez raison, ok. J'ai un mouvement circulaire, mais pas toujours, ok. Je peux avoir un mouvement, par exemple, elliptique, etc. Et je vais pouvoir utiliser un repère de Freinet. Ce qui est intéressant, c'est de dire que c'est un repère tournant. Ça veut dire que c'est un repère qui est associé, en fait, à mon système. C'est un repère qui se déplace avec mon système. D'accord? Donc ici, si je représente le point M, imaginons que là, je suis en train de représenter une trajectoire. Par exemple, on va dans ce sens ici. Eh ben, le repère de Freinet, c'est le repère qui va être associé à ce point. Donc ici, on le représente en général avec deux vecteurs. Ok, donc ça c'est ok. J'ai un vecteur ici unitaire UT qu'on appelle vecteur tangentiel, et ici j'ai du coup le vecteur normal. D'accord? C'est des vecteurs unitaires, c'est-à-dire qu'ici la norme de UT est égale à la norme de UN, et ça vaut 1. C'est l'unité de mon repère. D'accord? Donc ici, je représente par exemple le centre de la trajectoire. Et ben mon repère de Freinet, c'est ça. C'est le fait de dire que c'est un repère tournant associé à mon point. Et donc, si je déplace mon point et que mon mouvement arrive ici, et ben mon repère se déplace également. D'accord? Donc là, vous avez UT et là, vous avez UN. Ok, donc je reprécise, hein, c'est une sorte de mini-repère orthonormé qui se déplace. D'accord? Donc c'est bien ici un angle droit. Donc UT tangent à la trajectoire et UN normal du coup à UT. Ok? Donc voilà. Alors pourquoi on utilise ce repère? C'est juste que dans un mouvement circulaire comme ça, imaginez si je fais un repère cartésien, ça va être beaucoup plus difficile de venir trouver les coordonnées du point M dans le repère cartésien. Alors, lorsque vous allez arriver dans le supérieur, vous allez le faire, ok, il n'y a pas de souci. Mais là, imaginons que je cherche les coordonnées de mon point M. C'est un peu plus compliqué dans le repère cartésien. Pourquoi? Parce que je vais devoir faire la projection ici. D'accord? Je vais devoir faire la projection ici. Donc, pour avoir X, M, pour avoir YM. Du coup, ça nécessitera que j'ai un peu plus d'infos. Okay? Notamment, va falloir que j'ai la valeur de cet angle. Ok? Faut que j'ai la valeur de la distance CM. Ok? Faut que je connaisse le rayon pour pouvoir, du coup, ici, appliquer ma trigonométrie pour pouvoir retrouver cette distance. Ok? Et retrouver cette distance. Okay, bon, c'est pas c'est pas la mort non plus, mais c'est un peu plus compliqué. Alors que en utilisant le repère tournant ici, c'est beaucoup plus simple parce que quelle que soit la position ici de mon point M, j'ai pas besoin de connaître l'angle puisque mon repère il est déjà sur le point M. Ok, et ça c'est plutôt sympa parce que vous savez que lorsqu'on étudie le mouvement d'un système, on se place à un instant T. C'est-à-dire qu'à un instant T, mon repère est ici, donc je peux représenter toutes mes forces, du coup, qui vont s'appliquer pour la plupart sur mon système, je les représente directement ici. Et donc, je les oriente suivant UT, suivant UN. OK ? Et ce qui est chouette, par exemple, c'est que si vous prenez la vitesse, la vitesse, vous savez qu'elle est toujours tangente à la trajectoire. OK ? Donc là, je peux affirmer que ma vitesse, elle est suivant UT. À chaque fois, je me mets ici, ma vitesse est suivant UT. Alors que si je dois représenter ma vitesse ici dans le repère C, X, Y, ça va pas être une partie de plaisir. Okay, donc voilà l'utilité du repère de Freinet à bien maîtriser. Okay. Donc ici, on a donné la première conséquence. Je suis dans un repère de Freinet, donc je sais que ma vitesse ici, elle est toujours orientée suivant UT, parce que par définition, donc ça c'est admis en terminale, la vitesse est tangente à la trajectoire. Okay. Et ensuite, dans le repère de Freinet, on ne le démontrera pas, mais on connaît les coordonnées de l'accélération. D'accord? Donc ça, c'est à connaître par cœur. Okay? Donc l'accélération a deux composantes dans mon repère de Freinet. Donc on a la composante tangentielle, la composante normale. Okay? Je précise que dans l'écriture du vecteur, la première composante, c'est la composante tangentielle. La deuxième composante, c'est la composante normale. Okay? Donc ici, la composante tangentielle s'appelle AT. Et la composante normale se note à n, et la composante tangentielle, donc c'est d de v sur dt, et la composante normale, c'est v carré sur r.
OK? Donc, pour ceux qui sont en terminale, c'est admis. Pour ceux qui sont en première année, deuxième année, etc., eh ben, ça, vous devez savoir le démontrer. OK? À démontrer en sup. Okay. Moi, quand j'étais en prépa, à l'époque, bah voilà, on avait refait la démonstration. Donc en fait, vous repartez de votre repère cartésien, vous exprimez vos composantes ici à partir de votre angle θ. Ensuite, vous dérivez les composantes que vous obtenez une première fois pour avoir l'expression générique de la vitesse. Vous dérivez une seconde fois pour avoir l'expression des composantes de l'accélération. Ok. Donc voilà pour ces premiers éléments. Donc je vais juste repréciser ici quelques éléments que j'ai pas dit. Donc au niveau du référentiel, donc on a dit le référentiel, c'est l'objet par rapport auquel le mouvement est étudié. Ok. Alors, quand vous parlez de base cylindrique, là, on est en terminale. Ok. Vous avez différents types de repères. D'accord? Vous avez une base cylindrique, vous avez des bases sphériques, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, en terminale, le premier repère qu'on voit, c'est le repère cartésien. Donc, déjà, les élèves doivent assimiler le repère cartésien. Ensuite, on introduit le repère de Freinet, donc pour les mouvements circulaires. Et après, vous allez introduire, voilà, d'autres types de repères lorsque vous travaillez sur des mouvements cylindriques, notamment ceux qui font beaucoup d'électricité. Ok, lorsque vous allez étudier comme ça donc du coup des câbles, vous allez étudier des mouvements électriques, etc. Pour ceux qui feront des forces de Laplace, bah, vous allez étudier les mouvements de particules. Ok. Et lorsque vous étudiez le mouvement de particules, bah, dans un cylindre, on va utiliser des repères qui sont adaptés du coup au cylindre. Et pareil, lorsque vous allez étudier des mouvements sphériques, bah, vous n'allez pas utiliser un repère cylindrique ou un repère cartésien. C'est pas du tout adapté. Ok. Donc voilà, donc je précise, hein, vous n'avez pas, ceux qui sont en terminale, ok, là c'est pour vous qu'on révise, voilà, vous n'avez pas à connaître tout ça pour l'instant, c'est pour votre culture générale, c'est bien, et ici, vous, c'est admis. D'accord? Ça, c'est admis, vous pouvez l'apprendre, vous devez l'apprendre par cœur et savoir le restituer rapidement. Ok? Donc, sur les référentiels. Référentiel, c'est quoi? C'est l'objet par rapport auquel le mouvement est étudié. Ok? En général, on travaille dans des référentiels galiléens. D'accord? Donc ça, ici, lorsque vous êtes en mécanique, c'est une hypothèse que vous devez toujours redonner. D'accord? C'est une hypothèse, voilà, une hypothèse que vous devez toujours donner, parce que la plupart des référentiels qu'on utilise peuvent être assimilés à des référentiels galiléens, d'accord? Bon, la définition d'un référentiel galiléen, elle est un petit peu barbare, je la trouve pas très utile surtout en terminale, mais voilà, un référentiel galiléen, on dit généralement oui, bon, alors c'est un référentiel qui va être voilà, en numérique, mais vous retenez surtout qu'un référentiel galiléen, eh ben, c'est un référentiel dans lequel le principe d'inertie s'applique. OK? Dans lequel le principe d'inertie s'applique. Ok, donc en terminale, c'est plus ce qui va nous intéresser. En gros, ce qui va nous intéresser, c'est que dans un référentiel galiléen, l'approximation de la deuxième loi de Newton s'écrit. En gros, je peux écrire la deuxième loi de Newton. Ok, elle est valable lorsque je suis dans un référentiel galiléen. Ok, alors il y en a quelques-uns que vous connaissez. Est-ce que vous pouvez m'en citer, voilà, 2 ou 3 référentiels galiléens que vous connaissez? Vous pouvez écrire dans le chat. Donc, le principe d'inertie, du coup, c'est la loi, on va dire, alors je crois, c'est ce qu'on appelle normalement la troisième loi de Newton. Alors, il y a des commentaires qui sont masqués. Voilà, la troisième loi de Newton, qui dit que si tu as un mouvement rectiligne uniforme, ok, tu prends un mouvement rectiligne uniforme, ok, ou tu prends tu prends un système où les forces se compensent. Tac. Qu'est-ce que j'ai écrit? Les forces se... Ok. Donc en fait, ici, lorsque tu vas avoir tes forces qui se compensent, eh ben, tu seras en mouvement rectiligne uniforme. Ok.
Donc là, je regarde un peu si vous m'avez effectivement cité les référentiels. Oui, justement, Ibra, alors tu es en train de me dire des forces d'inertie. Effectivement, là, tu es en train de compléter, mais nous, au niveau terminal, la deuxième loi de Newton telle qu'on l'applique, c'est-à-dire vous faites un bilan des forces, etc., ça, on ne peut écrire ça que dans un référentiel galiléen. Effectivement, si tu prends un référentiel non galiléen, bah, tu vas devoir compléter d'autres éléments qui ne sont pas du programme de terminal. Ok, donc ici en termes de référentiel, donc bon, on étudie en général le référentiel terrestre. Ok, alors lui, il peut être supposé galiléen, voilà, pour des petites durées. Ok, en général, on admet que pour des mouvements de l'ordre de 5 minutes, votre référentiel terrestre peut être supposé galiléen. Ok, à peu près quoi. Donc si jamais vous faites un mouvement, je sais pas, hein, si vous étudiez par exemple le mouvement d'un train dans le référentiel terrestre et qu'à un moment, voilà, vous avez des résultats qui diffèrent légèrement et qu'on vous dit alors quelle est l'hypothèse qu'on peut remettre en cause. Bon, voilà, vous pouvez certainement retenir ça. On ne sait jamais, hein, les inspirations chaque année qu'ont les examinateurs, mais des fois il y a des petites questions comme ça ouvertes où en fait il faut bien faire attention aux hypothèses. Ok, donc là on a le référentiel terrestre, vous avez le référentiel géocentrique. D'accord, donc géocentrique, donc il prend son origine au centre de la Terre. Donc lui, il est galiléen à peu près pour un jour. Ok, si vous étudiez des mouvements d'une durée d'un jour à peu près, vous pouvez considérer votre référentiel est galiléen. Ensuite, vous avez le référentiel héliocentrique. Ok, donc du coup, lorsqu'on étudie les mouvements de planètes, etc., donc au centre du système solaire, voilà en général les référentiels que on utilise en terminale. Non, on n'a pas encore fait les lois de Kepler, ça va venir. Ok, donc ensuite, maintenant qu'on a posé toutes ces hypothèses, donc là je reprécise juste pour ceux qui arrivent, on est en train de faire des révisions du coup pour les terminales. Hop, laissez-moi juste un instant. Tac, tac, tac. Ok, donc là, on est parti. On va juste finir en rappelant la deuxième loi de Newton. Ok, vous pouvez l'appeler principe fondamental de la dynamique. Ok, donc ce qu'on note en général PFD. Donc je rappelle juste, si vous avez un référentiel qui est galiléen, d'accord, vous prenez un référentiel qui est galiléen, alors l'énoncé, c'est la somme des forces extérieures, ok, est égale à la masse fois l'accélération. Ok, donc je reprécise juste extérieur, ici c'est extérieur par rapport à mon système. Ok, d'où voilà l'utilité de bien choisir son système. Ok. Donc du coup, là, on va faire quelques exercices. Donc là, on a fini un peu les premiers rappels. Alors, je vais vraiment loin dans les rappels, parce que dans les lives qui vont venir, comme je disais, on va vraiment être à fond sur les sujets. C'est bon, là? Vous dites que ça bug. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon, du coup, vous m'entendez? Là, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est clair? Si je bouge ici, c'est bon? Ok, oui, c'est bon. Ok, parfait. Oui, donc je disais, je fais des rappels vraiment loin parce que c'est pas des choses que je vais forcément refaire. Ok, je vais pas forcément dans 2 mois revenir sur référentiel, etc. Je vais considérer que voilà, c'est su, c'est connu, et il y aura la rediffusion façon sur YouTube pour ceux qui auront besoin de rappel. Ok, donc voilà, là, je repars vraiment au début pour ceux qui auraient pas bien suivi, pour ceux qui étaient malades, pour ceux qui n'avaient pas compris. Donc profitez vraiment de poser vos questions. Ok, parce qu'après, là, à la rentrée, on sera en train de faire des sujets du bac, voilà, où on sera sur d'autres chapitres, etc. Ok, alors la feuille que j'ai faite, ok, donc on avait ceci. Okay, il y avait cette feuille sur laquelle donc on a redonné les définitions de repères, de systèmes, de référentiels. Ok, on a donc ici réexpliqué à quoi servait un repère, comment il fallait l'utiliser. On a redonné la notion de point matériel ici.
Okay, qui était donc le point qu'on prenait pour étudier le mouvement sur un système, donc en général centre de gravité ou centre d'inertie. Voilà, on a redéfini ici ce que c'était que le vecteur position, on a redonné la définition de la vitesse ici. Donc ça, c'est au début. Ensuite, voilà, on a redonné les coordonnées de la vitesse, de l'accélération, et on a défini le repère de Freinet, en gros. D'accord? Oui, on aura un petit exercice où on va utiliser le repère de Freinet. OK? Donc là, on est parti. On va faire, du coup, quelques exercices. OK. Pour éviter que le live soit encore coupé, pensez bien, je sais qu'on est tous concentrés, mais voilà, si vous pouvez liker de temps en temps, apparemment ça aide, parce que là du coup, on a pris une restriction de TikTok, je sais pas pourquoi. Voilà, donc si vous pouvez liker de temps en temps, partager le live, comme ça c'est bien. Ce serait dommage quand même qu'on soit coupé, on a encore pas mal de choses à faire. Ok, tac. Donc ici, on va prendre un premier exercice où, bon, là c'est juste un exercice d'application, hein. Je vais vous donner différentes coordonnées, enfin je vais vous donner différents points ici, et le but ce sera de me donner les coordonnées du vecteur vitesse et puis du vecteur accélération. Okay, donc si je vous prends le vecteur M1t de coordonnées 4t plus 5 2t, est-ce que vous pouvez me donner les coordonnées V1 de t du vecteur vitesse, ensuite les coordonnées A1 de t du vecteur accélération, et si je prends le point M2 de coordonnées t carré moins 3, je prends 7t, je prends bon là je me suis mis dans le plan, donc là on va prendre quelque chose dans l'espace, et je vous prends 3t cube moins 2. Donc la même question, hein, j'arrive du coup, donc commencez pas encore à répondre parce que là je peux pas regarder. Ensuite, là on a A de t ici, ça c'est le 1. Le 2, on va faire dans l'autre sens. Je vous donne l'accélération, les coordonnées du vecteur accélération. Donc là on a 0, 2 et puis 2. Par exemple, est-ce que vous pouvez me proposer une écriture des coordonnées du vecteur vitesse, et ensuite me proposer une écriture du coup des coordonnées du point M1 de t associé à mon système. Ok, donc pour les voilà, je pense que déjà là on va faire ça. Et ensuite voilà, on va monter un peu progressivement en difficulté. Donc on est parti. Ici vous avez M1 de t qui est égal à 4t plus 5 et 2t. Alors est-ce que vous pouvez me donner l'abscisse de la vitesse? Alors, hop. Ok, donc l'abscisse de la vitesse V1 ici, ça vaut combien? Ok, donc maintenant ça vaut 4. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Ok, donc je vois 4, 4, 4. Ok, très bien. Donc ici, ça vaut 4. Hein. Je précise, donc pour trouver l'abscisse de la vitesse, donc on fait la dérivée de 4t plus 5. D'accord? Vous faites la dérivée de 4t plus 5 par rapport au temps. Ok, et je reprécise les formules de dérivée ici. Lorsque je fais la dérivée de AT, ça me donne A, ok, avec A étant un réel. Donc là, je fais bien la dérivée par rapport au temps, ok, par rapport au temps toujours. Donc ici, si je fais la dérivée de A simplement, ça donne 0, avec A appartenant à R. Ok, si je fais la dérivée de AT puissance N, ça me donne donc du coup A fois N fois T, et je fais décroître la puissance d'une unité avec A, oula, mon stylo n'écrit plus, avec A appartenant à R et N, du coup, bon là je vais prendre un entier naturel. Bon, je reste dans le cas de la physique, hein, on va avoir que des entiers naturels. Ok, donc voilà, ça faut vraiment le manipuler dans tous les sens, dans le sens comme ça, le manipuler dans le sens inverse, etc. Ok, donc ici, je veux faire la dérivée de 4t plus 5, donc la somme, enfin la dérivée d'une somme, eh ben, c'est la somme des dérivées. Donc la dérivée de ceci, c'est la dérivée de 4t plus la dérivée de 5. La dérivée de 4t, donc ça correspond ici à la première formule, 4t, donc le résultat c'est 4.
Okay, donc ici, ça me fait déjà 4. La dérivée de 5, c'est une constante, donc c'est la dérivée d'une constante, ça me donne 0. Donc 4 plus 0, ce qui me donne 4. Ok, voilà, je prends vraiment le temps d'expliquer pour que tout le monde soit clair. Comme ça, lorsqu'on arrive sur le sujet du bac, voilà, vous êtes tous au point. Ensuite, là, la dérivée de 2t, donc c'est... Donc là, la dérivée de 4t plus 5, 4, et la dérivée de 2t, c'est 2, ok. Donc maintenant, si je prends les coordonnées de l'accélération, abscisse et ordonnée, est-ce que vous pouvez me donner les valeurs? Ok, donc là, voilà, je vois que vous suivez. Ok, donc 0, 0. Ok, donc maintenant on prend M2 de t ici. Donc là, j'ai les composantes, maintenant je suis dans l'espace. Est-ce que vous pouvez me donner les coordonnées de V2 de t? Donc vous écrivez à la suite, hein, vous écrivez l'abscisse, vous mettez virgule, l'ordonnée, etc. Ok, 2t7, alors il me manque ceci, donc j'ai 2t, ok, 7, et donc la côte ici vaut combien? Je n'ai pas encore vu la réponse, il me semble. 9t carré, voilà, très bien. 9t carré, ok. Donc je réexplique juste, hein, donc pour ceux qui n'ont pas compris, vous suivez bien. Je veux dériver t carré moins 3, d'accord. Je fais la notation simplifiée, hein, je mets prime ici pour dire que je suis en train de dériver t carré moins 3, ok. Donc je dois dériver t carré et je dois dériver moins 3. La dérivée de t carré, donc ça correspond ici à laquelle de ces dérivées? Eh ben, c'est celle-ci, du coup, puisque c'est le seul cas où j'ai une puissance. Le a vaut combien? Ben, le a vaut 1, parce que j'ai rien devant. Donc, je suis en train de faire la dérivée de 1 multiplié par t au carré. Donc, le résultat va me donner 1. Donc, hein, c'est ça, vous écrivez ici 1t au carré. OK? Donc, ça va me donner 1, vu que c'est a, multiplié par la puissance n. Donc, ça va me donner déjà 2. OK? Donc, ça va me donner 2 multiplié, merci beaucoup GMT, donc ça va me donner 2 ici, multiplié par t, donc je mets déjà mon t, puissance n moins 1, le n ici vaut 2, ok, donc ça fait 2 moins 1, d'accord? Ensuite, vous faites le calcul, donc ça fait 2 fois t 2 moins 1, donc ça fait 1, donc t puissance 1, et ben ça fait 2t. Ok, donc ici, pour cette première partie, ça me donne déjà 2t, et ensuite la dérivée de moins 3, donc on l'a fait, c'est une constante, donc vous mettez 0. Ok, voilà. Donc si je prends la dérivée de 7t, donc là vous avez compris, c'est la forme at, donc le résultat doit me donner a. Le a ici vaut quoi? Bah, j'ai 7t, bah, donc le a c'est 7, donc raison pour laquelle ici on a trouvé 7. Ok. Ensuite, la dérivée de 3t cube moins 3, donc là, on applique la même chose qu'ici. Je veux dériver 3t au cube moins 2. Donc là, je dérive ça plus la dérivée de ça. La dérivée de 3t au cube, bah, ça correspond à laquelle des dérivées ici? Est-ce que c'est ça, ça ou ça? Bah, la seule dérivée où j'ai une puissance, c'est ça. Okay, donc là, ça veut dire que je suis en train de faire la dérivée de at puissance n. Mon a vaut quoi? Ben, mon a, c'est le facteur. Donc le a ici vaut 3. Et le n, c'est quoi? Ben, le n, c'est ma puissance. Donc le n vaut 3. Okay, donc je peux recopier la formule ici. A fois n, donc ça va me donner 3 fois 3. Okay, vu que j'ai identifié le a, le n. Donc ça va me donner 3 fois 3 fois t. Donc je remets déjà mon t. Puissance n moins 1. Le n, je l'ai écrit ici, donc je fais puissance 3 moins 1. D'accord? Donc 3 multiplié par 3, 9. T puissance 3 moins 1, 3 moins 1, ça fait 2. Donc je retrouve 9 fois t au carré. Ok, ça c'est pour la dérivée de 3t au cube. Ensuite, je dois dériver la suite. Donc ça c'est moins 2. Moins 2 c'est une constante. Donc la dérivée c'est 0. Raison pour laquelle ici on a mis 9t carré. Ok, voilà. Si vous êtes en terminale, voilà, vous devez vraiment bien comprendre ça. Je m'assurer que personne ne retourne à la rentrée sans savoir faire ça. Ok, parce que là, on va monter en difficulté. Si déjà ici, vous êtes perdu, lorsqu'on va faire des équations horaires, on va parler d'intégration, vous n'allez rien comprendre. Donc là, si vous n'avez pas compris, voilà, vous me dites, là, j'ai pas compris.
Là, c'est bon. Là, c'est clair. Là, c'est pas clair. OK? Donc, j'ai vu une question dans le chat. Pourquoi ici, A1 de t, c'est 0, 0? Donc, pour passer de la vitesse à l'accélération, donc on dérive. Donc, je dois dériver 4. Donc, 4, c'est quoi? C'est ici une constante. Ça correspond du coup à cette dérivée. Donc, la dérivée de 4, c'est 0. OK? Donc, ici, j'ai mis 0. 2, c'est quoi? C'est pareil. C'est une constante. Donc, la dérivée de 2, c'est 0. OK? Donc, on continue. Est-ce que c'est clair? Si c'est clair pour tout le monde, vous pouvez me mettre oui, oui, c'est pas clair, etc. Je sais qu'il y en a qui galèrent avec ça, qui ont accumulé ça jusqu'à présent. Donc, en fait, plus on avance en mécanique, plus vous comprenez pas. Voilà. Donc là, si c'est clair, voilà, vous mettez oui, j'avais pas compris, maintenant c'est clair, etc., etc. OK, je préfère prendre le temps de bien expliquer, voilà, comme ça, je sais que dans 1 mois, 2 mois, bon, voilà, vous n'aurez aucune difficulté en mécanique. Pour moi, c'est clair, parfait. OK, alors comment on fait des dérivées? C'est ce que j'ai expliqué ici, justement. OK, pour faire une dérivée, vous identifiez la forme que c'est, d'accord? Vous identifiez A, vous identifiez N, et ensuite, vous appliquez la formule, d'accord? Donc, ça, c'est la fonction, dans la parenthèse, et à droite, c'est le résultat de la dérivée. Oui, il y a une liste de dérivées, mais nous, comme on est en physique, la liste, elle est là, en fait. D'accord? La liste, elle est là, il y a 3 fonctions à connaître, en gros. Pour ceux qui sont en maths, sur un live, on a fait le rappel des dérivées exponentielles ln. Là, on est en physique, on n'en a pas du tout besoin. Donc, on continue ici la dérivée de v de t. Donc, 2t, ça donne 2. 7, ça donne 0. Et 9t carré, du coup, ça donne 18t. OK, voilà, très bien, du coup, pour l'accélération. OK? Donc maintenant, on va faire l'exercice dans l'autre sens. D'accord? Donc ça, ici, c'est pour comprendre. D'accord? Ça, c'est pour comprendre. Ça, c'est ce dont vous avez besoin pour le bac. Ça, pour le bac, ça, c'est des questions pratiques que vous allez devoir faire. Donc là, j'ai évidemment simplifié l'exercice, mais c'est ça. OK? Donc ici, dans ce sens, je suis en train de faire l'inverse de ce que je fais ici. C'est-à-dire que là, au lieu de dériver, on me demande de passer de l'accélération à la vitesse. Vous voyez? Là, on passait de la vitesse à l'accélération. Dans ce sens, je dois dériver. Maintenant, si je veux remonter dans l'autre sens, ça veut dire que je dois imaginer ce que j'aurais pu dériver pour obtenir ce résultat. Okay? C'est ce qu'on appelle faire une primitive. D'accord? Donc, au lieu de dériver, là, on appelle ça intégrer. D'accord? On dit intégrer. OK? Et comment je fais ça? Donc, je peux me dire, je vais retenir les formules de primitives. Je peux me dire, oui, alors, je vais vous les donner là. Donc, je vais vous dire, ici, c'est les primitives. D'accord? Je me dis, imaginons que... alors, je vais mettre avec un symbole intégral, juste pour faire la différence. Voilà, c'est juste à titre pédagogique. OK? Quand je fais ça, bon, vous comprenez que je fais la primitive de A. OK? Si je veux faire la primitive de A c'est une constante appartenant à R, pour répondre à cette question, ça veut dire que je dois imaginer ce que je mets ici, c'est ce que j'aurais pu dériver pour retrouver A. Eh bien, qu'est-ce que j'aurais pu dériver pour retrouver A? Si je regarde ici, si je veux... Excusez-moi, je vais juste brancher mon téléphone. Je reviens. OK? Donc ici, je disais, si je dois retrouver un réel A, il faut que je dérive quelque chose qui était sous la forme AT. Donc si on me demande la primitive de A, moi je sais qu'ici, je dois obligatoirement avoir AT, au moins. Parce que si je dérive AT, je vais retrouver A. Alors, sauf que ce n'est pas la seule réponse. Parce que si je dérive AT, je retrouve A, mais en fait, si je dérive AT plus une constante, d'accord, la dérivée de la constante, c'est toujours 0. Donc si je dérive ça va toujours me donner 0, et ici, ça va me donner A. Donc en fait, les primitives sont les expressions de la forme AT plus constante. D'accord? Et ensuite, la constante, elle est propre à l'exercice que vous êtes en train de traiter. OK? Elle est propre au fait que ce soit la vitesse, l'accélération ou la position.
D'accord? Donc, lorsque je fais un exercice de physique, une fois que j'ai trouvé la primitive, il me faut aller déterminer la constante. Qu'est-ce qu'on appelle, effectivement, vous l'avez dit dans le chat, la constante d'intégration. OK? Donc, maintenant, si je fais la primitive de 0, bah, la primitive de 0, ça veut dire que je dois imaginer ce qu'on dérive pour trouver 0. Bah, je viens ici. Qu'est-ce qu'on dérive pour trouver 0? Bah, on dérive une constante. Ah bah très bien, donc là, je peux directement mettre que ça, c'est une constante. D'accord? Je prends n'importe quelle constante, bah, je la dérive, ça me donne 0. OK? Ensuite, si on me demande, est-ce que je peux donner la primitive de t au carré, par exemple? J'aurais dû prendre t avant, mais j'ai déjà écrit t au carré. Alors, on va faire la primitive de t avant. OK? Si on me demande la primitive de t, ça veut dire qu'on est en train de me dire qu'est-ce que je dois dériver, hein? Moi, c'est la question que je vous recommande de vous poser. Qu'est-ce que je dois dériver pour trouver t? OK? Bah, lorsque je dérive, je sais que moi, je baisse, OK? Je baisse ici l'exposant. Donc, si je veux retrouver ce que j'ai dérivé, bah, ça doit déjà ressembler à quelque chose où j'ai un exposant 2. OK? Donc, je refais parce que ça a bugué. Si on me demande la primitive de t, bah, moi, je dois trouver ce que j'ai dérivé pour retrouver t. Et bah, donc là, je dois me dire, lorsque je dérive ici, lorsque je dérive pour obtenir et que j'obtiens t carré t cube, en fait, je sais que je baisse ici d'une unité. Donc, lorsque je primitive, bah, je me dis, je dois forcément monter d'une unité. Donc, je dois au moins avoir t carré. Pourquoi? Parce que quand je vais dériver ça, bah, le carré va se transformer en 1. Maintenant, je me dis, OK, est-ce que si je mets t carré, ça marche? Donc, pour retrouver le bon résultat, bah, faut que je dérive. Je me dis, si je dérive ça, est-ce que je retrouve ça? Bah, dérivant, je veux trouver la dérivée de t carré. Donc, je retourne sur mes formules. C'est une dérivée de quel type? Là, j'ai une puissance, donc c'est forcément une dérivée de ce type-là. A vaut combien? A vaut 1, puisque j'ai rien. OK? N vaut combien? N vaut 2. OK? C'est la puissance. Donc, si je recopie ma formule, ça fait 1 multiplié par 2. OK? A et N. 1 multiplié par 2. Donc, j'obtiens ici 2. Multiplié par T, ici. Voilà. Et donc, multiplié par T, puissance N-1. N vaut 2. Donc, 2 moins 1, ça fait 1. Donc, ça fait 2T. Ah, donc là, je vois que j'ai un petit souci parce que moi, j'ai bien fait le raisonnement sur les puissances, OK, sauf que là, je retrouve 2t lorsque je dérive au lieu de retrouver t. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'ajoute ici un facteur, d'accord? Parce que je sais que ici, j'ai mis a égale 1, mais il faut que je multiplie ici par quelque chose de telle sorte que je retrouve uniquement t. Moi, je veux uniquement ça. D'accord? Donc, si je veux que le 2 se simplifie, donc il faut que je multiplie ici par 1/2. Autrement dit, il faut que je divise par 2. OK? Donc, dans cette expression ici, ben, je dois rajouter un 1/2. D'accord? Donc, ici, je vais faire la même chose. Si j'ai un T3, ben, je sais que lorsque je vais dériver, je vais avoir 3 qui va passer devant. Donc, il faut que je multiplie par 1/3. OK? Donc, de façon générale, vous pouvez retenir, pour les plus motivés, bah, la primitive de a fois t puissance n, bah, c'est a divisé par n plus 1, t puissance n plus 1. D'accord? Donc, je monte d'une puissance n plus 1, mais lorsque je dérive, je sais que le n plus 1 va descendre, donc il faut qu'il se simplifie. Et ici, au niveau des puissances, je sais que je vais faire moins 1, donc ça va toujours me donner t plus 1 moins 1, ce qui va me donner n. OK? Donc voilà, ça c'est ce qu'on utilise tout le temps dans les équations horaires. OK? Donc vous devez bien comprendre ça. On va l'appliquer là façon... Là, on va donner des équations horaires. OK? Donc, j'ai oublié plus constante. Hein. Vous remettez bien la constante. Partout ici, vous mettez bien plus constante. Hein. OK? Parce qu'on a dit que la constante, lorsqu'on a dérivé, ça donnait 0. OK? Voilà. Donc, quand vous primitivez, vous mettez systématiquement plus constante. Donc, on est parti. Si vous avez bien compris ça, on a l'accélération. D'accord? Donc, on a l'accélération ici qui vaut 0, 2, 2. Excusez-moi, j'arrive. Vous pouvez déjà réfléchir au résultat. Je reviens dans quelques secondes.
Ok, je suis de retour. Hop, ok, voilà. Donc, je vois que vous avez eu le temps de réfléchir. Très bien. Donc, on est parti. Donc, ici, je cherche la vitesse. Donc, je dois intégrer chaque coordonnée de l'accélération. Ok. Donc, lorsque je dois intégrer 0, donc ça, on l'a fait ici, ça va donner une constante, parce que quand je dérive une constante, ça me donne 0. Ok. Alors, vos constantes, vous pouvez leur donner des petits noms. Ok. Voilà, en physique, en général, on laisse écrit constante. On peut mettre constante 1, constante 2, constante 3. Voilà, juste pour faire la différence. Mais en fait, on veut bien avoir le rappel directement que c'est une constante. Et le problème, c'est que si vous mettez B ici, bah, vous êtes obligé de dire B appartenant à R. Donc, ici, on va avoir une constante. OK, pour 0. Ensuite, ici, je dois primitiver 2. Donc, je dois primitiver une constante, ici. Donc, le résultat, c'est la constante fois t plus une autre constante. Donc, ici, ça va me donner 2t plus une autre constante que je peux appeler constante 2. OK. De même, ici, je vais avoir 2t plus une autre constante que je peux appeler constante 3. OK, très bien. Donc, je vois que Lola, Shelby, voilà, vous avez le bon résultat. Voilà, vraiment, ceux qui ont des difficultés là-dessus, faites en même temps. Hein, comme ça, vous pouvez poser des questions. Donc ensuite, je veux passer du coup à la position. Donc là, je dois pareil intégrer ici. Donc là, j'ai une constante qui s'appelle constante 1. Donc c'est comme si j'avais 2. Hein, okay. Si j'avais 2, donc j'aurais dit que ça fait 2t. Donc si j'ai une constante qui s'appelle constante 1, bah, ça fait constante 1 fois t. OK, plus une autre constante que vous pouvez appeler constante 4. D'accord? Donc ensuite, là, j'ai 2t plus constante 2. Donc là, il faut que j'ouvre grand les yeux. Pour la partie constante 2, je sais déjà hein, ce que je vais obtenir. Ici, je sais que je vais obtenir constante 2 fois t. D'accord? Parce que la primitive d'une somme, d'accord, c'est la somme des primitives. Donc je fais la primitive de 2t plus la primitive de constante 2. OK? Donc là, maintenant, je dois faire la primitive de 2t. OK? Donc, soit vous êtes très courageux et vous avez retenu la formule générale de la primitive, ce qui est très bien, OK? Soit vous refaites le raisonnement qui est ici pour retrouver la primitive. D'accord? Donc, nous, on a déjà fait le raisonnement ici. Hein. La primitive de t, je sais que c'est 1 demi de t carré plus une constante. Je peux le retrouver directement ici. Donc là, avec cette formule, ce qui est génial, c'est que vous pouvez embarquer directement votre facteur qui est ici. OK, 2t, mais voilà. Sinon, vous avez 2t, vous vous dites, ah bah 2t, ça me dit quelque chose. En fait, vu qu'on a l'habitude de beaucoup dériver t carré, bah, vous savez que la dérivée de t carré, ça donne 2t. OK. Bon, alors, je crois que ça bug un peu. Alors, j'attends que la connexion se rétablisse. Là, c'est bon. Désolé, hein, j'ai pas encore la fibre. Hein, ça va venir bientôt. Là, j'ai passé la commande. Là, normalement, c'est bon. Là, vous m'entendez. Hein, parce que TikTok me dit que c'est vert, c'est bon. Est-ce que là, c'est bon? Il n'y a plus de bug quand je parle. Vous m'entendez bien? Vous pouvez mettre un oui. Du coup, j'attends vos retours là pour continuer. Est-ce que c'est bon? Vous m'entendez? Ok, j'ai pas de retour, donc j'ai peur que ça bug encore. Allô? Est-ce que vous m'entendez là quand je parle? Je vois pas dans le chat si vous écrivez. Est-ce que vous m'entendez? Ah mince, ok, ça fait des arrêts puis ça continue. Alors, je vais essayer de régler la connexion. Hein. Tac, 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 tac. Ok, donc là est-ce que vous m'entendez là? Là, normalement, ça devrait être bon. Oui, c'est bon. Ok, là, vous m'entendez. Ok, parfait. Ok, donc on continue. Donc je disais, si vous voulez utiliser la formule, ok, parfait. Si vous voulez utiliser la formule générale pour trouver la primitive de 2t, vous pouvez. Hein, donc là, vous prenez 2t, vous vous dites A vaut combien? A vaut 2.
n vaut combien? N, c'est la puissance, donc n vaut 1. Et ben donc, vous avez A, vous avez N, vous appliquez directement la formule ici. Donc, vous avez 2 sur N vaut combien? 1. Donc, 1 plus 1, ça fait 2 sur 2. Multiplié par T puissance N plus 1, N vaut 1. Donc, 1 plus 1, ça fait 2, plus une constante que je vais appeler C5. Ok, ouais, je suis désolé, hein, je vois que la connexion est pas optimale. Là, j'attends du... Là, est-ce que vous m'entendez? Je pense que ça bug encore. Oui, je vais réexpliquer. Alors, la connexion bug beaucoup, là. Je vois que je suis... sur TikTok, je vois que je suis pas... Bah, je vais attendre que la connexion se rétablisse un peu. Ok, là, est-ce que vous m'entendez? Ok, là, normalement, la connexion, elle est revenue. Ok, c'est bon, vous pouvez voilà, tous me valider, oui, on t'entend. Comme ça, du coup, on peut continuer. Est-ce que l'image, c'est bon, c'est clair? Là, j'attends juste vos retours, hein. Si la connexion est bon, elle est stable, vous mettez oui, c'est bon, vous me dites continue, comme ça, du coup, on repart. Ah, je vois pas vos messages, donc je pense que ça bug encore. Allô, est-ce que du coup, vous pouvez me valider là si la connexion est revenue? Est-ce que là, c'est bon? Est-ce que là, quand je parle, vous m'entendez bien? Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça bug pas ou est-ce que ça bug encore? Oui, c'est bon. Ok. Ok. Ah oui, ok, il y a un décalage, d'accord. Oui, moi je reçois vos messages vraiment avec 40 secondes plus tard. Ok, bon, on va essayer de réexpliquer, hein. J'espère que ça va être bon. Donc ici, je disais, on cherchait du coup donc la primitive de 2t plus constante 2, ok. Pour constante 2, donc ça, on sait que ça va donner constante 2 fois t, voilà, plus une constante qu'on peut appeler C6, ok. Et ensuite, donc là, on cherchait la primitive de 2t. Donc ce que j'expliquais, c'est soit